Voilà, une fois de plus, bon après-midi. Je suis le docteur Kamto Foxo, je suis gynécologue obstétricien. Et comme Madame Grasse a dit, je suis maître de stage en gynécologie obstétrique près du service public fédéral santé en Belgique pour les universités. Je suis chef de service de gynécologie obstétrique au centre hospitalier du reste la maternité dédiée. Je suis également consultant à la clinique de fertilité de l'hôpital Erasme, qui est l'hôpital d'application de l'Université de et je consulte également en cabinet privé auprès du cabinet médical. Voilà, donc j'ai été interpellé par Madame Grasse qui modère cette session pour vous entretenir sur l'infertilité du couple. Je vais essayer d'aller relativement vite pour qu'on puisse avoir par la suite, comme annoncé, une séance de questions-réponses où j'essayerai, j'espère pouvoir être à la hauteur de répondre à toutes vos questions et préciser sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je commence en déclarant mes conflits d'intérêts que je n'en ai pas vraiment, mais je citerai souvent Erasme, qui est le lieu où j'exerce pour la fertilité de l'hôpital. Et donc, c'est pas de la publicité de l'hôpital, c'est juste que c'est où j'ai mon expérience et dont je parlerai souvent. Voilà, on va partir par quelques définitions. Donc, on parle d'infertilité de couple après 12 mois de rapports sexuels fréquents. Comme vous pouvez remarquer, c'est déjà une question assez ambiguë parce qu'on dit fréquent. Qu'est-ce que cela signifie? On y reviendra. Alors, il faudra distinguer l'infertilité primaire de couple, c'est-à-dire que dans ce couple-là, on n'a jamais eu de grossesse, même pas de fausse couche, même pas d'avortement, et une infertilité secondaire du couple, c'est-à-dire que dans le couple, on a déjà eu au moins une grossesse, quelle que soit l'issue, fausse couche, avortement, grossesse extra-utérine ou accoucher. Et donc, c'est important de distinguer l'infertilité euh, secondaire de chaque partenaire du couple, c'est-à-dire s'ils ont déjà eu des enfants, des grossesses dans les couples précédents, et l'infertilité primaire dans ce couple. Alors, sur le plan épidémiologique, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. On parle jusqu'à 16% dans le monde et dans certaines zones en Afrique, ça peut aller jusqu'à 30%. On y reviendra sur les causes. Et qu'est-ce qui cause l'infertilité? On verra que 30% est lié à l'homme, 30% c'est lié à la femme, 30% c'est mixte et 10% on ne sait pas. Alors, chez la femme, les causes également peuvent être multiples. On peut avoir des problèmes comme l'endométriose. On peut avoir des facteurs tubaires. Ici, c'est à 9%. Ça, c'est l'expérience. Le BRAF, c'est le registre belge de l'infertilité. En Afrique, les problèmes tubaires seront beaucoup marqués. Il y a des infections mal traitées ou pas traitées. Dans presque 10% de cas, on ne sait pas. Dans 29%, c'est mixte. Et il y a d'autres troubles féminins qui vont jusqu'à environ 40%. Alors, en Afrique, comme j'ai dit, vous voyez que les facteurs tubaires arrivent jusqu'à 46%. Si on prend les 30% qui ne sont liés qu'à la fin, dans ces 30%, on verra que 46% c'est lié à des facteurs tubaires, 15% c'est lié à des problèmes de fibrome. Savoir que la myématose utérine est un facteur endémique en Afrique. 14% c'est des causes endocrinologiques et environ 8% c'est l'endométrie. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer à se poser la question ou à initier un bilan d'infertilité? On dit bien après un an d'essai infructueux, c'est-à-dire des rapports sexuels fréquents. On considère en moyenne 3 rapports sexuels par semaine dans un couple qui aimerait avoir. On fera avant ces un an-là si on a des signes d'appel, c'est-à-dire des patients qui ont des spagnos ou des oligoménorrhées, c'est-à-dire des patients qui règlent très peu 2 à 3 fois par an, pas même moins, quand il y a même comme des ovaires micropolites. Si le mari, le partenaire masculin a déjà eu des interventions au niveau des testicules, que ce soit pour des cryptorchidies ou des torsions testiculaires, dans les antécédents de cancer, donc les hommes qui ont eu des chimiothérapies pour un cancer,
du testicule ou des femmes qui ont eu des chimiothérapies pour cancer du sein, ou même chez des jeunes qui ont eu, chez des gens qui ont eu dans leur jeunesse des chimiothérapies pour des lymphomes ou des leucémies. Et en cas d'antécédent de maladie inflammatoire du pelvis, c'est ce qu'on appelle PIA. Si on a un âge avancé, donc si jamais la patiente arrive à 40 ans, ben, il faut pas attendre un an parce que dans une phase hyper descendante ovarienne et chez les hommes également âgés. Dans ces cas-là, il faudra débuter avant un an. Alors, que peut-on faire donc avant le pouvoir? Si j'ai un jeune couple de 28 ans qui vivent ensemble depuis 5 ans, qui essaient d'avoir des enfants depuis plus d'un an, et qui viennent chez moi, depuis moins d'un an, pardon, et qui viennent chez moi poser la question qu'ils n'arrivent pas à tomber enceinte, ben, il faut les rassurer. Il faut repréciser la période féconde de fertilité en fonction de la longueur du cycle. Savoir que ben, enfin, la durée du cycle change, qui change peut changer également la période de fertilité. Donc, une patiente qui a un cycle de 28 jours va par contre, une patiente qui a un cycle de 30 jours, son ovulation sera plus que le 16. Pour redéfinir la fréquence des rapports sexuels, l'importance d'avoir des rapports. Moins 3 fois par semaine, donc on dit en moyenne un jour. Et il faut également savoir que dans l'espèce humaine, on n'est pas très fertile. On a environ 20 à 25% de taux de fécondité mensuel. Tandis qu'on est à 20% à 25 ans, on va descendre à 10% à 35 ans. Donc, avec l'âge, ça chute de façon significative. Et le taux cumulé de grossesse dans l'espèce humaine, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre un an, c'est parce qu'on sait que la majorité des couples n'ont pas de problème, vont avoir une grossesse dans 85% des cas après un an. Et si on monte à 2 ans, on va arriver à 93%. Et à 35 ans, ça chute. On est à 60% en un an et environ 40-80% après 2 ans. Voilà. Et donc, une fois que on a défini cette infertilité et qu'on dit voilà, c'est un jeune couple, ils essayent depuis un an ou deux et ils n'arrivent pas. Et il faut se poser les bonnes questions qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans notre critère diagnostic. Est-ce que la patiente ovule, donc une patiente qui est réglée tous les mois, généralement, généralement, est-ce qu'elle est régulière? Si oui, fort probablement elle ovule. Est-ce que le sperme peut rencontrer l'ovocyte? Ça, c'est la question qui va nous orienter vers l'évaluation de la perméabilité tubaire. Et est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal, savoir qu'il y a d'autres facteurs hormonaux, de là des hormones sexuelles, donc notamment la thyroïde, qui peut également avoir un facteur au niveau de la fertilité. Et après, une dernière question assez importante, c'est est-ce que le site d'implantation est propice? C'est où on va retrouver, surtout dans la population africaine, des problèmes de myomatose utérine. Quelle est la localisation du fœtus? Est-ce que un embryon peut facilement s'implanter dans cette cavité? Voilà, une fois donc qu'on a lancé, qu'on s'est posé ces questions, ben, on va lancer le bilan. Chez l'homme, ben, on commence toujours par une anamnèse et un examen clinique approfondi. On va interroger la puberté, les malformations, la circoncision, les antécédents d'infection, les antécédents personnels. Est-ce que c'est un diabète, une hypertension, c'est déjà des chirurgies, les antécédents familiaux? Est-ce que dans cette famille, il y a eu d'autres problèmes d'infertilité et l'histoire de l'infertilité de ce couple? Et donc, avec ça, on va donc lancer les examens permettre de résoudre, de répondre à ces questions, notamment le spermogramme avec un spermocytogramme et un spermoculture. Éventuellement, on peut faire un test de capacitation pour voir quelle est la quantité de spermatozoïdes mobiles à récupérer dans un éjaculat chez ce partenaire masculin. Après, on ira effectivement chercher les sérologies, notamment VIH, syphilis. Et on va quand même faire un examen hématométrique et biochimique. On va chercher l'électrophorèse de l'hémoglobine, sachant qu'on est quand même dans une population endémique. Pour l'anémie falciforme, donc c'est le moment de tester l'électrophorèse de l'hémoglobine, voir s'ils sont porteurs sains ou même malades de la drépanocytose. Et on peut approfondir jusqu'au niveau de certains tests, notamment
la microdélétion du chromosome Y a une oligoastéronie et la mucoviscidose qui n'est pas très fréquente en Afrique, mais pas rencontrée, qui peuvent, disons, donner une atypique des canaux déférés. Chez la femme, on va également commencer par une anamnèse, interroger les ménages, la régularité des antécédents de fausse PG, les infections sexuellement transmissibles, les antécédents personnels, effectivement, hypertension et diabète, les antécédents familiaux, ben, les défaillances ovariennes précoces dans la famille, l'infertilité, cancer du sein. Donc, après 40 ans, il faut quand même faire une mammographie pour l'histoire de l'infertilité dans ce couple. Une chose importante, c'est le poids, donc l'indice de masse corporelle qu'on appelle BMI, Body Mass Index, l'hirsutisme, voir si on a une pilosité accentuée. Et ça peut nous aider à penser à un syndrome des ovaires hypotoniques. Les malformations des organes génitaux externes, la tension, les seins, et comme j'ai dit, un examen au spectre peut nous permettre de profiter, vu que tous les patients qui ne vont pas souvent chez le médecin, c'est le moment de faire le pap test pour le dépistage du cancer du col. Après ça, on va lancer un bilan hormonal qui nous permet d'évaluer entre autres la réserve ovarienne. Donc, on va doser généralement dans la phase folliculaire, donc entre le deuxième et le cinquième jour idéalement, on va chercher la FSH, LH, le stradiol, la progestérone, la prolactine, la MH qui est l'hormone antimydérienne qui nous permet d'évaluer la réserve ovarienne. Comme j'ai dit, l'importance de la thyroïde, on va demander la TSH et les anticorps et la glycémie pour voir si on n'a pas un diabète ou une résistance à l'insuline. À l'imagerie, ben, on va faire une échographie idéalement par voie vaginale avec l'air, nous permettre de voir si l'utérus ne présente pas de pathologie genre fibrome ou même des signes d'information, genre utérus biforme. On va faire l'AFC qui est la forme follicule euh, antral follicule count, c'est-à-dire le compte des follicules en trop, permet de voir potentiel de follicules stimulables chez cette patiente, donc la réserve ovarienne. On peut faire ce qu'on appelle ISO ou CIS pour évaluer la qualité. Et on peut également faire et l'icosie ou l'hystérosalpingopathie, c'est l'évaluation de la perméabilité par des troncs, par l'échographie, en injectant un produit de contraste, tandis que l'hystérosalpingopathie, c'est cette évaluation par radiographie avec injection de contraste par vaginal en traversant. Comme chez l'homme, on va évaluer les sérologies infectieuses, hépatite B, hépatite la syphilis. C'est le moment également de voir si la patiente est immunisée pour la toxoplasmose, la rubéole et le cytomégalovirus. Et on fera quand même une biologie, opération formule sanguine, plaquette, on va évaluer l'électrophorèse des médicaments. Pour la fonction rénale et hépatique. On peut avancer dans le bilan, comme j'ai dit, en faisant une hystéroscopie diagnostic et ou opératoire si on voit un polype ou un fibrome sous-muqueux. On peut faire une laparoscopie exploratrice avec un test bleu, c'est-à-dire avec la permanence. On peut faire un post-coital test, c'est un test qui, pour le moment, devient de plus en plus laissé à l'histoire. C'était un test qu'on faisait en prélevant le sperme au niveau cervical de la patiente pour évaluer et voir comment les spermatozoïdes dans le mucus cervical. Et les tests génétiques, comme on a dit, généralement, on fait un dernier. On peut évaluer si la patiente est porteuse du syndrome de X fragile, qui est également un élément important qui peut donner des déficiences ovariennes. Voilà, on va passer à quelques imageries. Donc, vous voyez là, à l'échographie, l'image à droite, vous voyez qu'on mesure en mètre, voilà, comment il se comporte, l'ovaire à gauche. On peut faire aujourd'hui avec les sondes une reconstruction 3D de ce point de vue. Et au milieu, vous voyez un cliché d'hyposalpingographie, la perméabilité. Si on a des appareils bien performants, on peut faire des coupes qui ressemblent très facilement des coupes de résonance magnétique.
permettre vraiment d'évaluer les constructeuses russes et voir s'il y a des malformations, des cloisons ou autres pathologies du muscle. Ici, vous voyez, par la paroscopie, comment est-ce qu'on peut évaluer. On peut faire des adhésions, vous voyez, en haut pour aller voir si la patiente a des antécédents d'infection ou autre chose, faire quelques adhérences pour pouvoir améliorer. Et en haut à droite, vous voyez un test bleu, vous voyez comment les trompes sont bien perméables. On peut faire une myomectomie, comme vous voyez en bas à droite. On est en train de là, ce sont des faits qui peuvent être faits par la humaine. C'est qu'en Afrique, souvent, on a des polymyémateuses utérines qui nécessitent parfois de faire la part. Euh, la même chose en hystéroscopie, vous voyez en haut à gauche un bout poli qu'on peut resséquer par hystéroscopie. Vous voyez en haut à droite une cloison utérine. On est en train de faire c'est également faire des myomectomies, comme vous voyez à gauche, des myomectomies, vous voyez en bas. Alors, une fois que tout ce bilan est fait ou que le traitement, si on a des problèmes mécaniques comme des adhérences, quand tout cela est fait, on peut donc décider d'avancer vers les techniques de PMA qui visent à optimiser la production de d'ovocytes, à optimiser la qualité du sperme, donc une capacitation du sperme. Il faut savoir que les inséminations avec du sperme non capacité ne sont pas du tout considérées tous des risques d'infection parce que le liquide séminal en plus des spermatozoïdes contient le produit de l'éjaculat en plus des spermatozoïdes contient le liquide séminal dans lequel parfois on voit des germes. On peut parfois avec des inséminations si le sperme n'est pas capable d'avoir des PID. Il faut créer des meilleures conditions pour la rencontre à l'intérieur du corps, donc par insémination, ou à l'extérieur du corps. Et après, il faut créer les meilleures conditions du public ou des fibromes qui sont dans la cavité. Alors, l'une des premières techniques donc de PMA, c'est l'insémination intra-utérine qui est indiquée pour les anomalies cervicales dans les patients qui ont eu des hypothésations pour des dysplasies du col ou dans les infertilités idiopathiques ou alors dans les altérations modérées du sperme en capacité dans le sperme, on va donc aller concentrer les spermatozoïdes mobiles et on pourra faire une insémination. Ou alors le recours à un don de sperme dans un couple où le partenaire masculin est associé. Ou chez les mères célibataires, ou, je vais quand même le dire, même si c'est pas très fréquent dans beaucoup de pays africains, ou chez des couples de. Et généralement, l'insémination intra-utérine est accompagnée par une stimulation ovarienne dans des cas surtout de d'altération dans les femmes de mères célibataires, on pourra faire cycle spontané. Savoir que l'insémination, c'est pas quelque chose qui est miraculeux, donc on arrive à 18, plus ou moins 20% de taux de succès selon les. Donc, comment est-ce qu'on va faire notre cycle de monitoring pour inséminer? On va généralement stimuler ou avec du clomifène citrate, 50 mg par jour pendant 5 jours. Généralement, pour des patients qui ont des cycles réguliers de 28 jours, on va commencer. Pour des patients qui ont des cycles plutôt longs, c'est-à-dire de la 30 jours et plus, on commencera la stimulation plutôt aussi. Savoir que de plus en plus, on peut utiliser à la place du clomifène citrate également l'étrozole. Tous ce sont des anti-œstrogènes, le clomifène citrate étant un anti-œstrogène central et le létrozole étant un anti-œstrogène plutôt périphérique. On peut utiliser et on peut aller jusqu'à 150 mg de chlomide, donc jusqu'à 3 comprimés par jour, à stimuler, sachant que le chlomide par rapport au létrozole a un effet inverse au niveau de l'endomètre. Donc, il va nous laisser l'endomètre toujours très fin. Et donc, ça, c'est un peu très secondaire qu'on voit.
On peut également utiliser directement de la FSH, dont à 50 unités internationales par jour, et monitorer le cycle. Le monitoring peut se faire par test d'ovulation urinaire qu'on va en pharmacie. C'est moins précis. Sinon, la meilleure façon de le faire, c'est avec des échographies et une prise de sang pour doser les hormones. Ça nous permet de voir bien cibler, de bien suivre la croissance folliculaire et de bien cibler le moment où on peut induire l'ovulation, généralement en faisant une injection d'HCG. Et donc, dans les deux cas, que ce soit par monitoring de l'ovulation avec stimulation ou pas, capacité de sperme et après l'insémination, il faudrait faire un support de la phase lutéale en donnant de la progestérone, du façon. Et une chose importante, parce qu'on le voit souvent, les gens donnent du clomide sans monitorer ici. C'est pas de la bonne pratique parce que il y a un risque de grossesse. Si on a une réponse folliculaire, on peut se retrouver au mieux avec des jumeaux et au pire avec parfois des quadruplés. C'est pas la chose que même si les patients veulent avoir des jumeaux, savoir que les grossesses gémellaires sont à risque de complications, mais dans accouchement prématuré et même de couches liées à une incompétence. Pour l'insémination, une fois que le sperme est donc préparé, on va passer à notre cathéter en mettant notre spéculum. On va aller avec le cathéter dans la cavité utérine, on va déposer le sperme dans le fond utérin, espérant qu'ils vont réussir à traverser la longueur tubaire jusqu'à arriver au pavillon et pouvoir féconder l'ovocyte. Voilà. Par contre, dans la fécondation in vitro, ben, on fera la mise en contact des ovocytes que nous avons prélevés avec le sperme in vitro. On va obtenir des embryons et on va transférer un ou plusieurs embryons. Comme je dis, aujourd'hui, on a de très bonnes techniques de congélation embryonnaire. On essaye, du moins ici, dans notre pratique, en Occident, de transférer toujours un seul embryon et de congeler l'autre pour éviter les grossesses génitales avec des complications. Et dans tous les cas, comme j'ai dit, le support de la phase initiale avec un progestérone. Les indications de la fécondation in vitro seront ou un problème d'imperméabilité tubaire bilatérale. Donc, si les trompes sont bouchées, on peut faire l'amour autant qu'on veut, ben, les spermatozoïdes ne vont jamais à arriver à nous. Dans les altérations sévères des paramètres du sperme, dans les oligo-asténokératoses, dans l'endométriose sévère, si on a des échecs répétés d'insémination, chez des patientes au-delà de 40 ans et dans les stérilités idiopathiques. Un jeune couple qui n'a pas de gros problème, mais qui essaye depuis 4 ans avec des rapports fréquents et qui ne tombe pas enceinte, ça veut dire qu'il y a probablement un problème euh, de la fécondation, c'est-à-dire que le spermatozoïde n'arrive pas à pénétrer l'ovocyte. Alors, il y a trois grands principes essentiels dans le traitement de la fécondation in vitro. Le premier, c'est que on veut stimuler la croissance multifolliculaire. Donc, on aimerait avoir plusieurs follicules qui vont croître pour réussir à avoir plusieurs ovocytes. Et pour cette stimulation, on va utiliser la FSH, qui est la molécule. Il existe plusieurs marques, qui peut avoir du F, bon, bref, et on va définir la dose à utiliser par rapport à l'indice de masse corporelle de la patiente, par rapport à son compte de follicule entre autres, par rapport à son AMH. Donc, ce sont ces trois éléments qui vont nous permettre de définir la bonne dose pour stimuler la patiente. Le deuxième principe, c'est qu'on va inhiber l'ovulation parce qu'on ne veut pas que la patiente ovule toute seule. Donc, on va utiliser ou un agoniste de la GNRH ou un antagoniste de la GNRH. C'est ça qui va faire, vous allez entendre parler de protocole agoniste ou de protocole antagoniste. C'est selon le type de molécule qu'on utilise pour inhiber l'ovulation. Et à la fin, on va induire l'ovulation pour pouvoir prélever les ovocytes environ 36 minutes. Et là, on va utiliser ou de l'HCG qui a un effet LH-like, un agoniste si on était dans un protocole antagoniste, utiliser l'agoniste pour pouvoir induire l'ovulation.
Alors, savoir que l'une des grosses complications qu'on craint le plus dans les stimulations ovariennes, c'est le syndrome d'hyperstimulation. Si on est dans un protocole antagoniste et qu'on induit l'ovulation avec l'agoniste, on réduit ce risque d'hyperstimulation de façon significative. Donc, comme vous voyez, on va recueillir dans le sperme, on va l'incapaciter de le préparer, on va mettre les spermatozoïdes autour de l'ovocyte, espérant qu'ils vont pénétrer seuls. Sinon, il y a la technique Dixie, que vous voyez en bas à gauche. Donc, on va prendre un ovocyte, on va sélectionner un spermatozoïde qu'on va mettre dans une aiguille et on va micro-injecter l'ovocyte en libérant ce spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte et comme ça, les deux noyaux vont fusionner et la zygote et qui pourra continuer sa vie et commencer son processus. Après, on va cultiver les embryons au laboratoire, autant au début de la fécondation in vitro dans les années, il faut savoir que le premier gagne en 78. On transférait les embryons le lendemain de la fécondation, c'est-à-dire au deuxième jour. Aujourd'hui, on a tendance à aller plutôt au cinquième, sixième, c'est-à-dire au stade de plastique. Alors, la fécondation in vitro également, c'est pas le miracle. Il faut savoir que on doit, en tant que professionnel de la santé, rester quand même toujours un peu prudent et humble parce que le taux de succès, s'il est relativement bon en dessous de 30 ans, c'est-à-dire on est à 35 et aujourd'hui, on peut arriver même à 40%. Quand vous voyez Belrap, ça, c'est les chiffres belges. Autant après 42 ans, on est très mauvais. Et quand vous voyez 42 ans, on est à plus ou moins 15% selon l'indication. Et si on arrive à 43 ans, vous allez voir qu'on chute. Ça, c'est les taux. Vous voyez que le taux de grossesse par rapport au taux de naissance vivant n'est pas la même. Parce que, au-delà de 40 ans, on a également un risque de et à la qualité. Alors, comme on a dit, tout acte médical n'est pas indemne de complications. Et comme j'ai dit, ce qu'on craint le plus, c'est le syndrome ovarienne avec un risque de torsion axiale. On peut avoir également des complications au moment d'intervention de prélèvement ovocitaire par des saignements, une infection pelvienne ou même des lésions parce que l'aiguille peut passer à travers l'intestin. Et après, en début de grossesse, ben, on a les grossesses extra également. On a des grossesses hétérotopiques. Parfois, on met deux embryons. Un va s'implanter dans l'utérus et l'autre, quand même si on a transféré dans l'utérus, il va quand même se mettre dans la. Et après, comme j'ai dit, les grossesses multiples, même si surtout l'Afrique aime les grossesses gémellaires, ça reste. Alors, le syndrome d'hyperstimulation, je reviens là-dessus, c'est quelque chose quand même qui est assez important et très grave parce que ça c'est une distension abdominale quelques jours après. Il faut surveiller parce qu'on a une extravasation qui fait qu'on a de l'acide et des épanchements pleuraux. On a une hémoconcentration qui peut porter à une. Alors, bon, la tension annexielle reste relativement bas en termes de pourcentage. Et le traitement, c'est une détorsion laparoscopique qui ont une colonne de la part. Et c'est le standard. Les pertes de sang, comme j'ai dit, bon, on considère que c'est normal jusqu'à 100 minutes. Et ça peut, si on arrive au-delà de ça, ben, ça devient anormal, pas de saignements vaginaux. On peut avoir un saignement intra-abdominal qui va donner certaines sensibilités et douleurs. Et on peut avoir clairement une hémorragie si on est passé par une artériole qui peut nécessiter une intervention pour, pour, pour le cesser. Les infections existent quand même, même si elles ne sont pas très fortes. Je n'ai pas des infections annexielles jusqu'à l'abcès. Les infections urinaires sont un peu plus fréquentes parce que parfois on va passer avec la vessie pour pouvoir réussir l'âge qu'on fait pendant. Généralement, c'est 1 à 7 jours après. Donc, ça peut être lié à une inoculation d'un germe vaginal parce qu'on saura que le vagin n'est pas un milieu stérile. Donc, même si on désinfecte en passant l'aiguille à travers le vagin pour être transféré,
un germe dans la cavité abdominale et savoir que si on a de l'endométriose, le risque d'infection est encore plus accru parce que la présence du sang et de l'endomètre va favoriser au niveau des grossesses débutantes. Donc, comme on a dit, les grossesses hétéroclites, ça peut aller jusqu'à 11%, les grossesses ectopiques jusqu'à 11% et les grossesses multiples jusqu'à 11% quand même, hein, avec 50% d'accouchement prématuré, 3 fois plus d'hospitalisation et 7 à 12% d'hospitalisation grave avec handicap. Les grossesses triples, on va aller. Donc, avec ces chiffres, disons que on a de moins en moins ces complications liées aux grossesses multiples parce que on a presque une essence on fait la politique de transfert unique et parfois même en transférant un seul embryon, il se divise d'afin et on a une grossesse gémellaire avec des rejet. Alors, est-ce que la fécondation in vitro a des complications pour le bébé? Les études sur le développement psychomoteur intellectuel et même relationnel et psychologique montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les enfants conçus spontanément et les enfants conçus d'une fécondation. Les anomalies chromosomiques, on a quand même un peu plus, 4,6% pour les enfants issus de PMA, par contre 3,5% dans la population générale. Mais est-ce que c'est lié à la technique ou c'est lié au fait que le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, c'est probablement déjà lié à un problème génétique chromosomique qui n'est pas identifié par les techniques chose qu'il faut tenir en compte qui pourrait être un biais de cette augmentation. Alors, en Belgique, il y a une loi qui régit la progression médicale et qui donne les guidelines pour pouvoir transférer le nombre d'embryons à transférer. Et cette loi est ce qui a permis, disons, pouvoir développer et pouvoir avoir un peu les process que nous avons aujourd'hui. Donc, chaque femme a droit à 6 essais de fécondation in vitro remboursés par la sécurité sociale dans sa vie et jusqu'à 42 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille du 43e anniversaire. Et on doit toujours transférer un seul embryon et on peut transférer. On doit transférer transfert, mais comme je dis, on a tendance quand même à rester à un seul embryon. Alors, depuis 78, comme j'ai dit, ou Louise Brand, que vous voyez ici en photo avec moi à national de la fertilité, il y a eu tellement de sang, tellement de cycles de filles qui ont été faits, tellement d'enfants qui sont nés. Compte qu'il y a environ 15 000 essais de FIV par an en Belgique. 3 000 enfants qui naissent de la FIV en Belgique. Il y a 18 centres à venir et toutes les données sont obligatoirement insérées au BELAP, qui est le registre belge de la PMA, pour pouvoir permettre le remboursement. C'est dans cette obligation d'enregistrement qui nous permet de pouvoir voir les chiffres qu'on a que je viens de dire. Alors, s'il y a des messages que je vous laisse amener à la maison, c'est ceci. Le premier, c'est qu'on parle d'infertilité après au moins un an et plus de 40 ans. L'infertilité, c'est un vrai problème de santé publique à 16% et dans le monde et plus 30% en Afrique. Le temps est notre meilleur allié. Donc, après un an sans conception, on ne gagne plus grand-chose à attendre et l'infertilité diminue avec l'âge. Les causes peuvent être masculines ou féminines. Donc, c'est pas toujours un problème de la femme. Moi, on dit ma femme. Bon, c'est un problème du couple et donc il faut que les deux partenaires viennent en consultation et que le bilan soit fait sur les deux partenaires. En Belgique, chaque femme a droit à 6 de filles remboursées dans sa vie. Et la fécondation in vitro, c'est pas synonyme d'avoir un enfant à 100%. Les grossesses gémellaires, c'est un gros facteur de fertilité, d'hospitalisation d'enfants handicapés. Donc, ce n'est pas toujours seulement
bénédiction divine. Voilà, c'est ce que j'ai préparé pour vous cet après-midi et je reste disponible pour le reste du temps. J'ai essayé d'aller relativement vite pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation à la fois claire, pédagogique et enrichissante, qui nous a permis de mieux comprendre et d'approfondir cette thématique avec grand intérêt. Sans plus tarder, nous allons à présent passer à la phase de questions-réponses. Voici comment nous allons procéder. Lorsque vous souhaitez intervenir, il vous suffira de lever la main et je vous donnerai la parole. Avant de poser votre question, je vous invite à vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Et à la fin de votre intervention, merci de baisser votre main pour faciliter la prise de parole des autres participants. Merci. En attendant, docteur, nous avons une préoccupation dans le chat de Monsieur Jonathan. Est-ce que la grossesse ectopique peut entrer dans les infertilités secondaires? Euh, oui, s'il y a une grossesse, quelle que soit l'issue, fausse couche, grossesse ectopique ou accouchement, on considère que la patiente rentre dans une infertilité secondaire si par la suite elle n'arrive pas à tomber enceinte. Savoir que, par exemple, les personnes qui font des fausses couches à répétition rentrent dans un problème d'infertilité, même si elles tombent enceintes facilement, mais elles ont souvent beaucoup de fausses couches. Mais parfois, ça peut être lié ou à des problèmes cellulaires, ou à des problèmes qui font que la division méiotique au moment après la fécondation, quand les cellules se divisent, on a toujours un déséquilibre dans le partage du matériel génétique. Donc, il y a souvent une partie du gamète, un gamète qui est, au lieu d'être monosomique, est comment est-ce qu'on dit? On ne me pas. Donc, il a deux matériels génétiques. Et donc, si c'est chez la femme, s'il féconde avec un spermatozoïde qui est monosomique, on aura une trisomie. Donc, chez ces patients-là, ce qu'on fait parfois, c'est de faire des fécondations in vitro avec diagnostic préimplantatoire. Donc, ça veut dire que on va produire des embryons au laboratoire, on va biopsier ces embryons, on va prendre une cellule et on va analyser pour voir s'ils sont trisomiques et on ne va transférer que l'embryon sain. Ça fait que pour les patients qui ont des fausses couches à répétition, qui sont donc dans une infertilité secondaire, réussissent, disons, à avoir une grossesse d'un embryon sain qui peut effectivement aboutir à un âge. Ok, merci professeur pour ces éclaircissements. Monsieur Jonathan, j'espère que vous avez eu satisfaction. Nous avons une deuxième intervention dans la discussion de Monsieur Ahmed Bassol. Pour les jeunes couples qui travaillent tous et ont un temps réduit pour les rapports, quelle stratégie pour augmenter leurs chances de procréation? Alors, ça, c'est un peu le problème du monde dit moderne, c'est que souvent, on est surpris, hein, mais c'est le Covid qui est venu encore disons, renforcer cette pensée, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de couples n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'ils ne font que l'amour. Ou du moins, ils ne font pas au bon moment. Parfois, ils travaillent à des horaires décalés, se rencontrent devant la porte très rapidement, parfois pas au bon moment. On a vu que pendant le Covid, avec le confinement, ben, beaucoup de patients qui étaient suivis dans les centres de fertilité ben, sont tombés enceintes de façon spontanée. Donc ça montre que c'est un problème pas négligeable du monde actuel. Mais je n'ai pas de solution miracle. C'est que pour chaque chose, il faut prendre le temps de faire cette chose. De la même façon, pour faire un enfant, ben, il faut prendre le temps de faire la.
Et parce que l'enfant arrive, après, il faudra avoir le temps d'être parent. Si on n'a déjà pas le temps de faire l'amour pour avoir une grossesse, ce sera difficile après d'avoir le temps pour être parent. Mais sans être dans du jugement ou autre chose, ce qu'on fait parfois, parce que au-delà de ça, il y a beaucoup de couples maintenant qui ne vivent plus dans la même maison, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de vie, de choix de vie ou autres. Ce qui fait que ce qu'on fait parfois, c'est ce qu'on appelle les synchronisations de cycles. C'est-à-dire essayer de faire que la patiente puisse avoir une ovulation au moment où son partenaire va venir lui rendre visite. Et ça permet de pouvoir régler ce problème. Donc, de la même façon, les gens qui travaillent beaucoup n'arrivent pas. On essaye parfois de synchroniser beaucoup des rapports ou pour des inséminations. Ok, merci professeur pour votre réponse. Monsieur Amadou Adamou demande, dans les cas d'infertilité secondaire due à une insuffisance ovarienne précoce chez la femme, quelle sera l'approche pour un désir de grossesse? Alors, ce qu'on appelle les POF, c'est-à-dire les prématures ovarian failure ou POI, insuffisance ovarienne prématurée. Alors, il faut distinguer l'insuffisance ovarienne prématurée qui est en fait une réduction de la réserve ovarienne d'une ménopause précoce. Patiente qui règle chaque mois d'une façon ou d'une autre ovule et il faut essayer de capter cette ovulation pour faire une insémination ou pour avoir un rapport. Là, il y a des patientes, effectivement, qui ont des grosses défaillances ovariennes précoces qui tendent vers une ménopause. Si on a des difficultés à avoir une ovulation ou à contrôler l'ovulation, la technique qui se pose, comme dans les vraies ménopauses précoces, chez certaines patientes, par exemple, avec le syndrome de Turner ou d'autres pathologies, peut être parfois toxique, environnementale, mais aussi chez des personnes âgées, c'est-à-dire des femmes qui ont 42 ans ou plus, qui veulent avoir un enfant. Mais la solution, généralement, c'est le don d'ovocytes. L'ovocyte, c'est-à-dire on va prendre les ovocytes d'une donneuse, généralement une jeune femme de votre 37 ans qui a au moins d'enfant. On va féconder avec le sperme du partenaire. Et une fois l'embryon obtenu, ben, on va venir transférer l'embryon dans l'utérus de la patiente qui portera la grossesse et qui pourra accoucher. Donc, c'est le même principe du don de sperme pour des couples partenaires masculins et azospermiques ou pour des mères célibataires ou pour des couples de femmes. Mais ici, le fait, c'est que c'est un ovocyte qu'on va donner pour la patiente parce que la qualité de ces ovocytes, liée à son âge ou au fait qu'elle a une défaillance ovarienne, ne permet pas de pouvoir faire une fécondation. Ok, merci docteur pour votre éclaircissement. Je voudrais demander si docteur Louenong voudrait prendre la parole pour dire un mot directement. Bah, je n'ai pas d'objection. Hein. Ok. Donc, docteur Louenong, j'espère que je prononce bien le nom et toutes mes excuses si ce n'est pas le cas. Voudrez-vous bien prendre la parole et vous exprimer? Oui, bonjour, je suis le docteur Lunan, je suis médecin urgentiste et je suis avec beaucoup d'attention l'exposé du docteur Kamto et je trouve que c'est une problématique qui touche de nombreux couples et qui conduit à des drames puisque c'est un sujet qui est souvent tabou et qui est difficile à discuter en public. Donc les gens s'évertuent à trouver des solutions, mais pas toujours de la bonne manière. Et je trouve intéressant que le docteur Campto essaye de divulguer les bonnes pratiques pour pouvoir aider les jeunes couples à fonder une famille et s'épanouir ensemble. Voilà, je suis très content de l'avoir écouté ce soir. Merci beaucoup, Merci. docteur Léna, avec grand plaisir. Merci également à vous, docteur, pour votre intervention. Docteur
Christian, nous avons d'autres préoccupations dans la discussion. En cas de protocole agoniste ou antagoniste, à quel moment du cycle débutait l'agoniste ou l'antagoniste? Protocole long, agoniste versus court agoniste, de quoi s'agit-il? Euh, Alors, bon, ça, c'est quelqu'un probablement qui travaille dans un cycle de schéma. Restons sur le protocole agoniste. Le protocole antagoniste, il est assez classique. Donc, on commence. Il faut savoir que le cycle, la prise en charge d'un cycle en PMA commence le premier jour des règles. Donc, généralement, on va faire une échographie, une prise de sang au deuxième jour du lendemain que les règles vont arriver, pour voir si les ovaires sont vraiment au repos. Et on va commencer à stimuler avec de la FSH, la dose étant définie, comme j'ai dit, par rapport à l'échographie avec le compte des par rapport à l'indice de masse corporelle et par rapport à l'AMH. On va stimuler généralement pendant 5 jours et après 5 jours, on va commencer l'antagoniste et on fera l'antagoniste et la stimulation avec FSH jusqu'au moment où on aura au moins 3 follicules supérieurs à 17 mm. On va déclencher l'ovulation pour élever les ovocytes environ 36 heures après. Maintenant, dans les protocoles agonistes, donc, le protocole agoniste court qu'on utilise généralement, on commence l'agoniste au premier jour des règles. Ça, c'est l'agoniste a pour but, comme j'ai dit, de contrôler l'ovulation. Et on va commencer la FSH pour stimuler généralement au deuxième ou au troisième jour. L'avantage de l'agoniste court, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un flare-up, c'est-à-dire le fait de donner un agoniste pour bloquer ça donne une petite stimulation à l'ovaire et ça fait déjà commencer la croissance. C'est ce qu'on appelle un agoniste court. Maintenant, les agonistes longs, on va commencer généralement au 22e jour du cycle précédent à prendre l'agoniste pour vraiment inhiber complètement la phase lutéale du cycle précédent et commencer le nouveau cycle avec des ovaires bien inhibés de façon à pouvoir les stimuler généralement au deuxième ou au troisième jour du cycle avec de la FSH et continuer à contrôler et à faire l'agoniste en plus de la FSH jusqu'au moment où on voit que les follicules sont prêts et on pourra, disons, déclencher l'ovulation avec une injection d'HCG et élever les ovocytes environ 36 heures. Ok, merci, docteur, pour votre éclaircissement et j'espère que Monsieur Carin a eu satisfaction. Notre prochaine question vient de Monsieur Kone Soumet. Quelle est la durée de vie des spermatozoïdes dans la cavité vaginale? Alors, dans la cavité vaginale, les spermatozoïdes ne vivent pas. Euh, Par contre, dans les voies utérines, oui. Donc, le spermatozoïde, normalement, après un rapport, le sperme est déposé au fond du vagin, mais Ok, les spermatozoïdes doivent remonter tout de suite parce que le vagin est acide, il a un pH acide. Les spermatozoïdes remontent. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 72 heures dans les voies génitales. Mais c'est les voies génitales hautes, donc entre l'utérus et les trompes. Euh, Tandis que l'ovocyte, même s'il peut vivre jusqu'à 48 heures, est fécondable généralement dans les 24 à 36 heures qui suivent. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est que, et ça, c'est ce qu'on fait souvent quand on synchronise les cycles, la question que un des participants posait tout à l'heure concernant le travail ou les couples qui ne vivent pas dans la même maison, on va souvent demander d'avoir un rapport. C'est mieux que le rapport ait eu lieu avant l'ovulation plutôt qu'après. C'est-à-dire que le spermatozoïde peut attendre l'ovocyte, mais l'ovocyte n'a pas beaucoup de temps pour attendre le spermatozoïde. Généralement, on peut faire qu'on ait un rapport la veille de l'ovulation et éventuellement le jour et après l'ovulation, plutôt que de commencer un rapport le jour de l'ovulation. Donc, pour répondre clairement, un spermatozoïde peut vivre jusqu'à 72 heures dans les hautes. ok, d'accord. Merci, docteur. Nous avons une préoccupation venant de monsieur ou madame Nakanabo. Ma question est de savoir si l'un des conjoints a déjà un enfant ou une grossesse dans une relation précédente. S'agit-il pour ce couple d'une infertilité secondaire ou primaire?
Alors, je l'ai dit en début, identifier l'infertilité primaire du couple de l'infertilité secondaire de l'un des partenaires. Si dans ce couple, on n'a jamais eu de grossesse, c'est une infertilité primaire du couple. Même si chaque partenaire a déjà eu des grossesses ou des accouchements dans les couples précédents. Eux, ils ont une infertilité secondaire. De toute façon, c'est-à-dire l'homme qui a déjà eu un enfant dans un couple précédent, il a une infertilité. La femme qui a déjà eu un enfant, une grossesse dans un couple précédent, elle a une infertilité secondaire. Mais le couple a une infertilité primaire. Ok, ok, merci, professeur. Je ne sais pas si monsieur ou madame Nakabo peut se présenter et nous dire si elle ou il a eu satisfaction. Bon, en attendant, nous allons prendre la prochaine préoccupation qui vient de Madame Olua Fumi. J'aimerais comprendre comment, pour la FIV, il y a risque de grossesse extra-utérine alors que l'implantation se fait dans l'utérus de la femme. Merci, docteur. Oui, ça c'est encore les mystères de la nature humaine. Ça arrive. Le processus c'est quoi? C'est que normalement, quand dans une conception naturelle, donc on a un rapport sexuel, le sperme est déposé au fond du vagin, les spermatozoïdes vont remonter au col de l'utérus, combattre la glaire cervicale, monter dans la cavité utérine, trouver un des orifices des ostia tubaires dans la cavité utérine, prendre la trompe à gauche ou à droite, aller jusqu'au niveau du pavillon, féconder l'ovocyte qui a été recueilli au moment de l'ovulation. Et à partir de là, par un mouvement rétrograde, l'embryon qui est fécondé va faire un mouvement rétrograde pour revenir dans la cavité utérine. Et donc, si ça se passe bien, l'embryon s'implante dans l'utérus. Si ça se passe mal, ce mouvement rétrograde ou lié à un problème de mobilité des cibles de la trompe, l'embryon peut s'implanter dans la trompe, ou alors si l'embryon est complètement tombé de la trompe, il peut s'accrocher sur l'ovaire ou dans la cavité péritonéale abdominale. Ça, c'est des grossesses ectopiques, peuvent être tubaires, ovariennes, péritonéales ou même sur l'intestin. Maintenant, dans la fécondation in vitro, effectivement, une fois que l'embryon est posé dans la cavité utérine, normalement, on devrait s'implanter dans la cavité. Et on a vu et on le voit, les grossesses ectopiques. Euh, transfert d'embryon dans la cavité parce que l'embryon fait quand même un mouvement dans la trompe, des problèmes de dysfonction de la motilité ciliaire au niveau des trompes. Et donc, l'embryon va prendre la voie des deux ostia tubaires et va rentrer dans la trompe et peut s'implanter dans la trompe. Ça reste un mystère. Le mécanisme d'explication est celui que je viens de dire, mais n'est pas du tout évident. Pourquoi est-ce que cet embryon prend cette route? Ok, merci, docteur, pour votre éclaircissement. Nous avons Madame Laetitia qui demande, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'effet des perturbateurs endocriniens sur la fertilité? Agissent-ils différemment selon le sexe, l'âge ou la période de la vie? Alors, c'est une très bonne question, mais qui peut mériter toute une journée de cours, partant de l'embryologie, partant même de la gamétogénèse jusqu'à la vie adulte. Alors, les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, on sait que ce sont des choses qui ont un impact important sur la reproduction humaine. Donc, tout ce qui est perturbateurs endocriniens sont des toxines qu'on trouve dans l'environnement, l'alimentation, l'air, le milieu dans lequel on vit, les vêtements qu'on utilise, les outils qu'on utilise, qui, disons, sont absorbés ou par l'alimentation, ou par l'air, ou par le contact de la peau, et qui ont un effet sur le mécanisme dans le contrôle endocrinien de la reproduction.
à différents niveaux. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des 1000 premières vies euh, de, 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 de- d'un être humain, par de la conception. Et on est même en train de remonter jusqu'à la spermatogénèse. On remonte même jusqu'à l'embryogénèse euh, des gamètes qui nous ont conçus. C'est pas juste si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir expliquer. On va pas faire de dessin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en ce moment, si je vais concevoir un enfant, donc chez un homme, la spermatogénèse a lieu tous les 3 mois. Et donc, un spermatozoïde met 3 mois pour être formé et capacité de pouvoir sortir et être un spermatozoïde. Chez la femme, par contre, elle naît avec tout son stock ovocytaire dans la vie embryonnaire. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si moi, par exemple, là maintenant, en ce moment précis, j'ai un rapport et je dépose un sperme, le spermatozoïde qui va réussir à féconder un ovocyte a une influence de mon environnement, de ce que j'ai mangé, si j'ai fumé, si j'ai bu, si je me suis intoxiqué, ainsi de suite, sur les 3 derniers mois. Ce spermatozoïde qui va rencontrer un ovocyte, qui va former une cellule, la cellule en 4, en 8, ainsi de suite, jusqu'à jusqu'au blastocyste, qui va commencer après les différentes phases de l'embryologie, après la différenciation. On aura la gastrulation, qui est le moment où l'embryon forme les 3 feuillets, c'est-à-dire l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Ces 3 feuillets vont commencer à se différencier dans les différents organes de l'embryon et la partie qui va devenir ovocyte. Ça vous rappelez très bien l'embryologie. Si c'est une fille, on aura une dégénérescence des canaux de Wolff et si c'est un garçon, on aura une dégénérescence des canaux de Müller. Et ça fait que ça va former l'appareil reproducteur masculin ou féminin. Et déjà, en ce moment-là, les perturbateurs endocriniens ont les signaux qui vont permettre la dégénérescence des canaux de Wolff ou de Müller selon si on est garçon ou fille. Les perturbateurs endocriniens ont déjà un rôle en ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une malformation d'urine, on peut avoir un hypospadia chez un homme, on peut avoir une agénésie des canaux déférents, on peut avoir donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont venir d'une façon ou d'une autre déjà dans la vie embryonnaire. Je vous parle même encore en préconception, c'est-à-dire les toxiques que j'ai eu dans mon spermatozoïde et qui ont influencé mon spermatozoïde ont donné des signaux erronés. Pendant on est en train de parler, encore on est dans le début du 2e mois de la grossesse, dans la 8e. Donc on est autour de 6, 7 semaines. On a déjà des éléments qui vont venir altérer la reproduction du futur enfant et qui peut donner, selon la gravité, des malformations différentes. Donc, ça, c'est déjà pour vous dire le concept même du perturbateur. Mais non, dans la vie d'une jeune fille, admettons un enfant qui a été conçu avec des parents sans toxiques environnementaux, maintenant la jeune fille sera exposée à différentes, peut avoir une puberté précoce tardive, peut avoir de l'endométriose. On a vu que les pesticides, par exemple, ont un rôle important dans l'endométriose, c'est-à-dire le fait que on puisse avoir du tissu endométrial de façon ectopique, que ce soit au niveau des ligaments utérosacrés, que ce soit dans la langue recto-vaginale, que ce soit au niveau de la que ce soit au niveau ovarien. Ces perturbateurs, dont ici, là, les pesticides, vont faire que cette jeune fille aura de l'endométriose. L'endométriose qu'on sait être quelque chose d'inflammatoire et donc un facteur d'infertilité. Vous voyez donc que les perturbateurs endocriniens, oui, ont un effet important à différents niveaux, à différents stades et peuvent aller jusqu'à créer une défaillance ovarienne précoce, c'est-à-dire les jeunes filles qu'on voit à 25 ans qui sont ménopausées, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, on a des cliniques, elles n'ont plus des règles depuis 2 ans, elles ont des FSH qui sont à 150, elles sont clairement ménopausées. Pourtant, dans leur famille, il n'y en a pas. Et quand on va essayer de regarder,
on voit qu'il y a probablement des expositions à des toxiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, en plus de ça, ben, il faut savoir, aujourd'hui, on parle de plus en plus de, de la nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que nous aurions un patrimoine génétique et dont l'expression ou la suppression peut être commandée par des effets de méthylation, de déméthylation de certains gènes. On peut avoir des gènes sains, mais qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont été désactivés par certains processus d'épigénétique. Et puis la vie embryonnaire, vraiment, on parle vraiment très tôt jusqu'à la vie adulte. Vous vous rendez compte, par exemple, que la reproduction humaine chez la femme, même chez l'homme également, étant commandée par l'axe hypothalamus, hypophyse, avant les gonades, étant dans le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. On sait que tous les éléments, disons, des facteurs stressants qui peuvent d'une façon ou d'une autre jouer sur notre perception cérébrale peuvent altérer les sécrétions de ces hormones et donc créer un problème au niveau de l'altération des cycles. Vous avez vu combien de fois une jeune fille qui est stressée pour un examen, ben, ses règles arrivent avant, ou alors quand elle a eu un choc qui lui a fait très peur, ben, elle a ses règles lendemain. Donc tout ça, ce sont des choses pour vous faire comprendre comment l'environnement dans lequel on vit peut influencer la reproduction humaine et encore plus les perturbateurs endocriniens. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis un peu évadé, mais c'était pour vous faire comprendre la complexité de la question, mais j'ai apporté plusieurs éléments qui peuvent amener des réflexions ou alors vous pousser Oui, à merci. chercher des lectures pour approfondir, Ok, merci docteur pour un cours supplémentaire et j'espère que madame a eu sa réponse. En attendant qu'elle puisse se prononcer ou lever la main pour reposer une question, nous allons prendre la préoccupation de monsieur Roland Quay. Quelle est la conduite à tenir devant un couple qui désire concevoir et au spermogramme, on trouve une mobilité de 30%. ben, comment dire, si c'est la seule chose qu'on trouve dans tout le bilan qu'on a énoncé, ce n'est pas quelque chose de très grave. Une asténospermie légère à 30% de mobilité progressive ce n'est pas quelque chose de très grave. Si on fait une capacitation de sperme, on réussit à recueillir au moins 1,5 million à 2 millions de sperme, que tout le reste est bon, ben, chez ce couple, s'ils ne sont pas âgés pour moi, c'est au-delà de 38-40 ans, on peut faire simplement des inséminations avec du sperme capacité. Ok, merci, docteur. Ensuite, par rapport à votre explication de tout à l'heure, Madame Laetitia affirme qu'elle a eu satisfaction. Du coup, Okay. la prochaine question vient de Madame Océane. Est-ce possible d'avoir sa période ovulatoire pendant ses menstrues? Et si oui, comment et dans quel cas cela se présente? Alors, pendant les menstrues, non. Pendant l'enseignement, oui. Alors, il faut savoir que le saignement vaginal, c'est pas toujours les règles. On peut avoir un saignement vaginal parce qu'on a un traumatisme vaginal pendant un rapport ou pendant un pourquoi. On peut avoir un saignement parce qu'on a un fibrome qui nous fait saigner. Et on peut avoir un Ok, saignement parce qu'on a un polype qui nous fait saigner. Mais les règles, pour pouvoir dire que c'est vraiment des règles, il faudrait suivre également le cycle hormonal pour savoir où on en est exactement. Donc, ovuler pendant ces règles, non, mais ovuler pendant qu'on a un saignement vaginal, oui. Et dans ok, ce cas, le ok. saignement vaginal, c'est pas les règles. Je vois. Merci, professeur, pour cette nuance, pour cet éclaircissement. Ensuite, nous avons Madame Fadik Sidik qui demande lequel de ces techniques entre IIU et FIV est meilleur et y a-t-il d'autres techniques?
pas compris la différence. Elle demande ce qui est meilleur entre l'insémination intra-utérine et la fécondation in vitro, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donne-moi un instant, je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai avalé de travers. Ok, d'accord, pas sûr. En attendant le retour du professeur, vous pouvez lever la main et dès qu'il sera là, je vous céderai la parole afin de vous exprimer, dire, poser vos différentes préoccupations ainsi que votre opinion. Merci. Voilà, je suis de retour. Alors, donc, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux entre une insémination et une fécondation in vitro? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, professeur. Voilà. Alors, il n'y a pas de mieux. C'est une question d'indication. Donc, si vous avez suivi le topo, vous avez vu qu'il y a les indications claires d'insémination et il y a des indications claires de fécondation in vitro. Généralement, les inséminations, on va les commencer dans une infertilité idiopathique, c'est-à-dire on ne voit pas la cause, tout le bilan est normal. On peut le faire dans une petite altération du sperme, comme le cas qu'on a posé tout à l'heure, où on a une asténospermie légère à 30%. On peut faire une insémination pour des suspicions de facteurs cervicaux. Le patient qui a, par exemple, eu une dysplasie du col et a bénéficié d'une colonisation. La fécondation in vitro sera réservée plutôt pour des cas où on a une oligoasténospermie sévère, une obstruction tubaire bilatérale, de l'endométriose, une durée d'infertilité longue. Donc, par exemple, chez une patiente qui a des trompes bouchées, elle peut être jeune et avoir de bons ovocytes, mais une insémination ne va pas du tout fonctionner parce que les trompes sont. Donc, c'est une question d'indication et pas seulement une question euh, de quelque chose qui est mieux ou pas mieux, parce que à côté de ça, il y a des coûts. Si on fait une fécondation in vitro dans un cas où une insémination aurait pu marcher, ben, peut-être la fécondation in vitro va marcher, peut-être l'insémination aurait pu marcher, l'insémination est moins invasive, ça coûte moins et c'est plus toléré. C'est plus toléré. Ok, merci, docteur. Elle demande s'il y a d'autres techniques. Alors, d'autres techniques de PMA, on a parlé des monitorings de cycle pour synchroniser les cycles et avoir des rapports au bon moment. On a parlé de la technique par la fécondation in vitro classique ou la technique ICSI, on injecte un spermatozoïde dans l'œuf. Dans les cas, par exemple, d'azospermie, alors, j'ai pas très bien précisé ça, il faut savoir qu'on peut avoir une azospermie. L'azospermie, c'est l'absence de spermatozoïde dans un éjaculat. Ça peut être excrétoire ou sécrétoire, c'est-à-dire on peut produire des spermatozoïdes, mais on n'arrive pas à faire sortir ces spermatozoïdes de ces testicules ou parce qu'on a des canaux déférents bouchés. Ou alors on ne produit pas du tout de spermatozoïdes. Dans le cas où on produit des spermatozoïdes et qu'on n'arrive pas à les excréter, on peut faire ce qu'on appelle une biopsie testiculaire pour aller chercher les spermatozoïdes dans le testicule. Et généralement, on va l'utiliser pour faire, par exemple, de la technique 10 en fécondation in vitro. Et après, on a parlé du don d'ovocytes, on a parlé du don de sperme. Donc, tout ça sont les différentes techniques de prise en charge en procréation médicalement assistée. Ok, merci, docteur, pour votre apport. Nous avons Monsieur Karin qui s'est exprimé par rapport à la question sur la grossesse extra-utérine. Monsieur Karin, voulez-vous bien prendre la parole et mieux vous expliquer? En attendant, ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Karin. Ouais, moi je suis docteur Karin. Je suis gynécologue. Je suis l'assistant du docteur Kamto. Nous sommes dans le service ensemble. Donc, je prends la parole parce que déjà je vais remercier le patron pour sa brillante présentation.
qui nous a beaucoup édifiés. Et je voudrais faire un ajout sur la question sur la grossesse extra-utérine. Donc, je voulais dire ceci. En fait, je vais ajouter ce que le patron avait déjà dit. Dans les mécanismes de FIV, on fait des transferts dans la cavité utérine, des transferts d'embryons dans la cavité utérine. Dans ce qu'il faut savoir, c'est que la cavité abdominale, elle a une pression qui est négative. Ce qui fait que elle a souvent tendance à attirer tout ce qui est déposé dans la cavité utérine dû à sa pression qui est négative. Donc, beaucoup plus chez les patientes qui ont des problèmes de fertilité, mais qui n'ont pas de facteur tubaire identifié. Peut-être une dame qui a ses trompes qui passent, mais et qu'on a, du moins, qui est partie en FIV. C'est possible que tout embryon transféré, déposé dans la cavité utérine puisse être attiré grâce à la pression négative de la cavité abdominale, puisse être attiré dans la cavité abdominale. Et l'embryon déposé dans la cavité utérine se retrouve peut-être coincé dans la trompe et la patiente se retrouve en train de faire une grossesse extra-utérine. Donc, c'est pratiquement le même mécanisme que dans la menstruation rétrograde qui explique un peu l'endométriose aussi. Donc, c'est aussi le même mécanisme, en fait. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci pour la présentation et merci pour m'avoir passé la parole. C'était un plaisir, docteur Karin. Docteur Très Christian, bien, Karen, merci ensuite. pour me donner cette perche pour revenir quand même sur cette question. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà, effectivement, cette question de pression négative est vraie. Et ça peut expliquer partiellement, mais généralement, il faut revenir sur le fait que ça reste quand même une pathologie qui dénonce un problème de fonctionnalité des trompes. Donc, c'est pas un problème de perméabilité parce que la trompe est un tuyau qui permet aux spermatozoïdes d'aller féconder l'ovocyte. Mais la trompe a également une fonction motrice qui permet à des cils qui sont présents dans la trompe de pouvoir, dans un sens antérograde ou rétrograde, ramener les gamètes ou l'embryon vers la cavité. Normalement, les gamètes vont vers, le gamète masculin va vers la cavité, vers cette pression négative, mais les embryons devraient, d'une façon ou d'une autre, grâce à des mécanismes de mobilité ciliaire des trompes et des mécanismes biochimiques, aller plutôt vers la cavité, la cavité. Ok, merci docteur pour cet éclaircissement. Dans la discussion, nous avons certaines préoccupations supplémentaires, dont celle de Monsieur Florent. Est-ce que la planification familiale peut entraîner l'infertilité? Alors, la planification familiale, j'ai appris avec le volume de patients africains que la planification familiale, c'est la contraception. Alors, le vrai nom de ça, c'est contraception. La planification familiale étant tous les mécanismes qui permettent de pouvoir éviter ou de pouvoir organiser et planifier sa famille. Alors, la contraception en elle-même, non. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que en termes de volume, même s'il y aura des patients qui vont vous dire oui, j'ai pris la pilule pendant 5 ans et après j'ai eu des difficultés à tomber enceinte. Mais sur les millions de femmes qui prennent la pilule, ont montré que c'est pas significatif. Que ce soit la pilule, que ce soit le stérilet, que ce soit l'implant, que ce soit autre chose. Par contre, il faut faire une nuance entre, je vais prendre l'exemple surtout du stérilet. Dans un contexte, surtout chez nous en Afrique, vous avez vu, on a dit qu'on a 46% même de fertilité liés à des facteurs tubaires. Les facteurs tubaires sont généralement des séquelles d'infection, infections sexuellement transmissibles, infections suite à des avortements clandestins, sachant que nous sommes dans une zone où la majorité des pays est l'avortement interdit et les gens avortent par démocratie dans des situations où la sepsie n'est pas garantie.
Et donc, souvent, on a des infections qui vont aller jusqu'à des PID et donc à l'obstruction des. Donc, effectivement, si quelqu'un a un stérilet et qu'il a une promiscuité sexuelle et a des rapports fréquents avec des gens différents et qui s'infecte son. Dans ce cas, oui, on peut dire que le stérilet va favoriser une obstruction tubaire et donc pouvoir donner l'infertilité. Mais c'est pas le stérilet en soi qui est problématique, mais vous voyez que c'est le style de vie de la personne qui va faire que on ait une infection et que la présence du stérilet puisse faciliter Ok, ok, les complications liées à l'infection. je vois. Ok, merci docteur pour cet éclaircissement. Ensuite, nous avons une question de monsieur Cage. Combien de temps faut-il attendre pour essayer de tomber enceinte après une myectomie chez une femme de 27 ans? Alors, pour toute intervention sur le muscle utérin, donc césarienne, myomectomie, autant avant on disait qu'il fallait attendre plusieurs années, autant aujourd'hui les études montrent que 4 à 6 mois sont suffisants. Je dirais au minimum 6 mois. Hein? Tiens, vous me voir, le patient qui chauffe là. Hey, Zoin, le patient qui chauffe là. Euh, Il y a un La... micro ouvert qu'il faut désactiver. Il faut reprendre la température pour voir quelque chose. ok, nous allons pouvoir le faire. Merci pour votre réponse. Nous avons ensuite une préoccupation de monsieur Jean-Luc. Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes physiopathologiques qui existent entre troubles mentaux, type anxio-dépressif et les fausses couches à répétition? S'il vous plaît, quand vous allumez la... Alors, il y a un bruit de fond, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez bloquer le micro de celui qui parle en arrière-plan et répéter la question? Ils sont déjà allés payer le truc là dans la YouTube. Ok, un instant, nous allons le faire, docteur. Est-ce qu'ils ont chargé votre son? Ou bien vous ne portez plus de son? On avait fait quelque chose de son. Je crois que c'est monsieur Vianney Olivier. Ok, merci pour votre aide. Pardon. Voilà, vous pouvez répéter la question. Oui. Nous avons monsieur Jean-Luc qui demande, pouvez-vous nous expliquer le mécanisme physiopathologique qui existe entre troubles mentaux, type anxio-dépressif et les fausses couches à répétition? Ok. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une relation directe. Déjà, comme j'ai dit, les fausses couches à répétition, si c'était l'apanage des gens qui ont des troubles mentaux, je saurais. Il y a des gens qui n'ont pas de troubles mentaux qui ont quand même des fausses couches à répétition. Ça veut dire que les fausses couches à répétition sont une pathologie qui ont un bilan à faire et qui nécessitent à faire. Prendre si la fausse couche à répétition n'est pas liée à cause de fausses couches à répétition et que ce soit essentiellement lié au trouble mental. De type que vous m'avez dit maniaco-dépressif. Bon. Non, dépression, c'était quoi dépression et anxiété? Oui, type anxio-dépressif. Anxio-dépressif. Ceci étant dit, l'anxiété ou la dépression, comme j'ai dit, tout événement qui a une altération sur le cerveau peut avoir, surtout chez la femme, une altération du mécanisme de reproduction. En principe de la reproduction humaine en disant que l'homme est projeté pour se reproduire. Tout élément qui vient que l'organisme va percevoir comme étant une situation inapte à accueillir un enfant
aura tendance à éviter qu'il y ait cet enfant. Ok, C'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit, quand vous êtes stressé pour un examen ou vous avez un choc, ben, vous avez vos règles, donc le cycle est altéré. Tout ça, c'est pour que vous n'ayez pas un enfant parce que vous n'êtes pas dans une condition d'équilibre psychophysique. Donc, pour le cas précis des maladies mentales, moi, je mettrais ça dans ce cadre-là, mais ça n'exclut pas qu'on puisse avoir une pathologie de type anxieux et en même temps avoir, par exemple, des anticorps phospholipides d'accord. peuvent, disons, être la cause de nos fausses couches à répétition, ou avoir une cloison utérine, ou avoir un fibrome sous-muqueux, ou avoir toute pathologie qui puisse, disons, expliquer, ou une pathologie génétique qui puisse expliquer. Je vous ai parlé de toutes les problèmes dans la division cellulaire qui font qu'on a tendance à avoir des ioniques et donc qui vont faciliter des fausses couches. Donc, il faut d'abord exclure toutes les causes de fausses couches à répétition avant de pouvoir imputer les fausses couches à répétition à la pathologie ensuite. Ok, d'accord, docteur. Merci pour votre réponse. Nous avons une préoccupation dans la discussion. S'il vous plaît, qu'en est-il du sperme qui ressort après les rapports? Faut-il s'inquiéter, surtout que le couple cherche un enfant? Et si oui, que faut-il faire pour éviter cela? Alors, comme j'ai dit, le produit de l'éjaculat, c'est les spermatozoïdes et le liquide séminal. Le liquide séminal, il doit ressortir. Il ne peut pas aller ailleurs. Il n'y a pas un mécanisme de résorption au niveau vaginal ou cervical, utérin du liquide séminal. Ce qui nous intéresse, c'est les spermatozoïdes. Et comme je dis, on considère qu'on a un spermogramme normal quand on a 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sang. Donc, vous voyez que 15 millions, pourtant, il y en a un qui va féconder. C'est pas parce que le liquide séminal ressort que forcément tous les spermatozoïdes sont sortis. Beaucoup de patientes sont souvent préoccupées par rapport à ça, mais non, ça n'a pas d'importance. Évidemment, ça va être beaucoup plus perceptible selon le volume de sperme émis, c'est-à-dire un monsieur qui émet 1,5 millilitre de sperme, qui est la limite inférieure de la normale, pas moins perceptible, mais quelqu'un qui émet 4 millilitres de sperme par rapport, évidemment qu'on va très vite remarquer que ça coule, mais ça ne doit pas nous préoccuper et ça ne veut pas dire que, en fait, le sperme ne doit pas aller ailleurs. Il doit toujours, les spermatozoïdes qui doivent sortir de là et remonter. Savoir que les spermatozoïdes, ils sont microscopiques. Vous ne les voyez pas. Si le liquide séminal est sorti, les spermatozoïdes, ben, eux, normalement, s'il n'y a pas d'autres problèmes, ils ont trouvé leur route. Ok, merci, docteur, pour cet éclaircissement. Je ne sais pas, Madame Alice, voulez-vous bien prendre la parole pour vous exprimer par rapport à votre question préalablement posée au niveau des follicules, ainsi que votre apport sur l'altération des ovulations? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Alice. Oui, non, moi je n'avais pas une question en fait. Je complétais un peu le docteur Camto en parlant de troubles anxieux dépressifs, en disant que tout ce qui était stress altérait facilement les ovulations chez les femmes, donc et tout ce qui touche, qui va altérer l'ovulation peut amener des troubles de fertilité. C'était pas une question. Ok, merci. Merci pour votre apport. Nous Alors, allons après. je voulais rajouter un truc parce que tout à l'heure, il y a le monsieur qui a posé la question sur une asténospermie modérée à 30% de mobilité. Je voulais profiter de ça pour insister sur la qualité de vie. Donc, il faut savoir surtout ce qu'est la mobilité des spermatozoïdes. L'un des premiers facteurs, c'est le tabac.
tabac est un gros toxique à la mobilité des spermatozoïdes. Généralement, dans vos jeunes couples que vous rencontrez, il faut souvent ramener les gens un peu à une qualité de vie saine, un peu d'activité physique chez les femmes, réduire la masse graisseuse, augmenter la masse graisseuse, sachant que les oestrogènes sont également produits dans la graisse et que si jamais on a un indice de masse corporelle avec une grosse masse graisseuse, on peut avoir des dysplasies. Et chez l'homme, on réduit l'alcool, le tabac et avoir un peu d'activité physique peut rebooster un peu la testostérone et améliorer un peu la spermatogénèse et donc surtout la mobilité, la mobilité. Voilà. Ok, merci, docteur. Nous avons une préoccupation de Madame Oloua Foumi. S'il vous plaît, que faire en cas d'hyperacidité vaginale entraînant la mort des spermatozoïdes après l'éjaculation? J'ai pas compris. L'hyperacidité vaginale? Oui, que faire dans ce cas vu que cela entraîne la mort des spermatozoïdes après l'éjaculation? Alors, je pense que c'est un peu plus des idées reçues que la réalité, parce que bon, qu'est-ce qu'elle appelle hyperacidité vaginale? Comment est-ce qu'elle a dosé ça? Est-ce qu'elle a utilisé un pH mètre? Quel est le degré de cette acidité et ce pH est à combien? L'acidité vaginale ou l'altération du pH vaginal va surtout avoir un problème au niveau des vaginoses bactériennes plutôt que et comme j'ai dit, les spermatozoïdes ne vivent pas dans le vrai. Tout le rapport est fait des spermatozoïdes. Ceux qui vont monter et ceux qui vont rester seront. Donc, je pense que c'est une question un peu plus d'idées reçues que de réalité. Et si on a un pH vaginal altéré, il y a plusieurs façons de pouvoir restaurer le pH. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le facteur de fertilité. C'est plutôt quelque chose qui peut créer plus des infections de type vaginaux. Pour altérer, pour améliorer la flore vaginale, il y a plusieurs lactobacilles qui sont en commerce. C'est généralement les lactobacilles dans les yaourts. En améliorant aussi l'alimentation, on peut améliorer le pH. Ok. Merci, docteur, pour votre éclaircissement. Je tiens toutefois encore à vous réitérer nos sincères remerciements pour vos éclaircissements si riches et pertinents. Je rappelle très rapidement la procédure d'obtention de l'attestation du jour. Pour obtenir votre attestation de ce webinaire, il vous suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour qui est infertilité du couple dans la barre de recherche. Vous bénéficierez de l'enregistrement de la formation ainsi que du support du cours. Vous pourrez ainsi donc répondre à un questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous serez ainsi en mesure de télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous restons disponibles pour toute préoccupation au numéro suivant. Plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Avant de conclure, docteur, qu'aimeriez-vous que nous retenions comme essentiel de cette belle présentation? J'ai pas suivi je dois donner ce qu'on retient, c'est ça? Oui, oui, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on retient? J'ai fini ma présentation en réitérant les 7 points de Take Home Research. Je ne vais pas les relire ici. Ceux qui n'ont pas suivi pourront, comme on a dit, avoir la présentation. Ce que je peux dire en conclusion, je vais déjà commencer en remerciant
tous ceux qui ont sacrifié presque plus de 1 heure et demie de leur samedi après-midi venir nous écouter. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir discuter des thématiques de gynécologie en général, mais de fertilité en particulier. Donc, je vais remercier ceux qui ont participé et surtout remercier Madame Grace de Réma qui m'a contacté pour préparer ce webinaire et vous le présenter. Alors, donc, ce que je peux dire, sachant que la majorité des participants sont les médecins, c'est que il faut toujours rassurer les gens quand ils viennent me consulter. Si ça ne fait pas plus qu'1 an, leur redéfinir l'infertilité à plus d'1 an de rapports sexuels fréquents non protégés. Aller vers les bilans, surtout on est dans des contextes où il n'y a pas souvent de sécurité sociale et dont les gens doivent payer de leur poche le bilan et la prise en charge de l'infertilité. Essayez d'aller droit au but en essayant de vous poser des questions claires, comme ce qu'on a dit. Est-ce qu'elle ovule? Est-ce que le spermatozoïde peut rencontrer l'œuf? Est-ce que l'implantation est correcte? Donc, faire des examens pertinents et suite à ça, orienter les patientes vers les centres de prise en charge de l'infertilité. Il y en a plusieurs en Afrique. Je vois que la majorité des participants sont en Afrique. Il y en a plein en Afrique que de plus en plus sont performants en termes de succès, de pilotage et, et, et surtout insister sur la qualité de vie. Il faut savoir que, comme j'ai dit, hein, le Covid nous l'a. Les gens ne font pas suffisamment d'amour pour pouvoir concevoir dans la bonne période, donc réenseigner aux gens à compter leur cycle, sachant que c'est la phase lutéale qui est toujours constante égale à 12 et que c'est la phase folliculaire qui est variable. Donc, si une patiente a un cycle de 28 jours, le deuxième, c'est un cycle de 30 jours, le deuxième, c'est le même cycle de et ainsi de suite. Et après, amener les gens à faire un peu d'activité physique, que on a réduit les toxiques comme l'alcool, le tabac, à éviter plein de détorsions que parfois on donne pour des lavages internes vaginaux, parfois sont et consulter, disons, les professionnels de la santé pour démontrer leur et à la fin de ma présentation, il y avait mon adresse email. Je suis, tant que possible, disposé à répondre à vos questions par la suite. Des pertinentes sur le sujet qui nous a réunis. Je vous remercie. Un grand merci à vous pour votre générosité, votre pédagogie et la qualité de vos apports actualisés. Merci également à vous, chers collègues, pour votre participation active et vos échanges constructifs. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté des éléments concrets à intégrer dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas à suivre nos prochains rendez-vous scientifiques. D'ailleurs, notre prochain webinaire aura lieu le samedi 1er novembre 2025 à 9h GMT et portera sur l'hypertension artérielle. Très belle soirée à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles rencontres scientifiques enrichissantes. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, professeur. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.